C'est ça, puis tu vois, il y a des mots, je te disais, compliqué, je l'ai enlevé, cher, je l'ai enlevé, et il y a aussi un mot qui est hyper important que j'ai complètement dégagé. C'est un vrai travail par contre, c'est le mot petit. Je vais faire une petite prestation, je vais demander une petite augmentation, quelque chose de petit, mais j'ai rien de petit, tu vois. J'ai pas une petite vie, je fais pas un petit maquillage, non. Je fais du maquillage et c'est tout quoi, il n'y a rien de petit. Et je pense que rien que ça aide beaucoup à ouvrir sur beaucoup plus grand en fait. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Parlons argent alors. Parlons argent. Je suis bien là. Parlons argent. T'es stressé? Pas du tout. Non? Oh non. Ok. Je suis bien. Quand on est avec toi, Fab, comme on pourrait être pas bien. Oh là là, arrêtez. On est donc avec Frédéric. Fred. Ou Frédéric. Ou Frédéric. QE donc. QE, ah oui, s'il vous plaît. Putain. Nous avons eu cet échange à propos de ma banque. C'est comme ça que je t'avais contacté pour te dire je suis chaud la braise quand on écorche mon prénom et notamment dans la banque. Ça me rend folle. Ok. Tu m'as dit, Fab, j'aimerais bien venir te parler d'argent parce que j'ai fait un gros travail sur le sujet depuis... un an et demi. Quelques temps, c'est ça? Oui. Et moi, je te dis, viens. Dans la vie, t'es artiste? Tout à fait. Tu te définis comme ça? Je me définis exactement comme artiste entrepreneur. Ok. Pour moi, c'est hyper important d'avoir cette différence. Alors, il y a souvent des gens qui disent tu peux faire la contraction, artpreneur. Ah oui. Ouais. Mais je trouve que c'est enlever le mot ist, fin, la fin. J'aime artiste et j'aime entrepreneur, Je me définis pas comme entrepreneuse. Pour moi, il y a plus un côté sexuel, une femme entrepreneuse. Enfin, tu vois, une entrepreneuse dans un bar. C'est une femme qui racole les gens et qui part avec. Quoi? Mais oui. Ok. Donc, je suis pas entrepreneuse, je suis entrepreneur comme Frédéric. Voilà, big up à toutes les entrepreneuses qui nous écoutent. En tout cas, qui se définissent comme entrepreneuses. Ouais. Non, je suis mieux. Ok, c'est marrant. Pour moi, je le définis comme ça. Non, mais je comprends. Voilà. Enfin, tu vois, pas de jugement. Hein. C'est juste... c'est drôle, en fait, que tu... Parce que tu sais, pour moi, il y a aussi un côté, c'est comme autrice. Les gens qui disent autrice, et il y a d'autres femmes qui disent auteureux. Oui. Et je trouve, en fait, ce que j'aime bien dans entrepreneuse, c'est que d'un coup d'un seul, tu sais qu'en fait, c'est une femme. Tu peux te définir comme entrepreneuse. Oui. Il y a pas de... Tu peux être sûr qu'il n'y a pas de... On peut pas te prendre pour un entrepreneur, tu vois. Oui. Mais c'est marrant que tu le vois comme vraiment, en gros, c'est potentiellement des travailleuses du sexe, donc. Oui. C'est ce que tu es en train de dire. Alors, pas que des travailleuses du sexe, mais plutôt quelqu'un qui va peut-être te pousser à la conso. Enfin, il y a quand même quelque chose de j'attire et j'emmène vers quelque chose. Ok. Alors, sexe ou autre. Mais globalement, c'est un peu ça qu'on fait en tant qu'entrepreneur. On attire et on amène vers autre chose. Ouais, mais je préfère quand même avec un E. Et regarde, tu viens là, moi je t'ai attiré et tu viens parler dans mon micro. Certes. Est-ce que c'est pour autant péjoratif, négatif, je ne sais pas. Et puis de toute façon, c'est pas, enfin quoi qu'il arrive, les gens qui font ça, qui travaillent dans le sexe, dans la vie, c'est pas négatif quoi. Pas du tout. Ok. Ah non, je le prends pas du tout négativement. Oui, mais pas. Moi, tu vois, je suis plus. Et en plus, je pense qu'ayant un prénom mixte, ça me dérange pas d'avoir, enfin, tu vois, ce fameux entrepreneur où tu sais pas trop si c'est homme-femme. Frédéric ou Fred, à chaque fois que j'arrive, on est toujours surpris de tomber sur moi. On s'attend souvent, les 3/4 du temps, à un homme, ouais. Ok. Donc quand on appelle, enfin, tu vois, dans un groupe ou quoi, Frédéric, oui, c'est moi. Non, Frédéric. Ah, mais c'est vous? Oui. Ok. Donc j'ai un peu l'habitude, enfin, tu vois, de mélanger les genres, on va dire. Ouais. Et t'as la sensation que ça a un peu impacté ta vie, justement, d'avoir, et peut-être par rapport à l'argent, d'avoir eu ce prénom mixte? Ah, je sais pas, impacter ma vie. Qui est pas mixte d'ailleurs, parce que tu vois, c'est pas comme Dominique. Oui. Ou Camille, ou tu vois. Quand tu le prononces, oui. Oui. Quand tu l'écris, non. Tout à fait. On est d'accord.
Mais je sais pas si ça a impacté ma vie. Je pense que j'ai un caractère qui se laisse pas faire. Mais je suis pas sûre que ce soit dû au prénom plus particulièrement. Ou... Après, c'est vrai que je le raccourcis. Maintenant, je prends plus, depuis quelques mois seulement, l'habitude de me faire appeler Frédéric, justement. J'aime pas ce prénom en entier. Je préfère Fred. Et en fait, je me dis que finalement, quand tu enlèves une partie du prénom, bah, c'est un peu comme si tu enlevais une partie de toi-même. Du coup, je peux reprendre l'habitude. Je réapprivoise ce long prénom, qui est long quand même, il y a beaucoup de lettres. Bah oui. Donc, je le réapprivoise et je prends l'habitude de me faire réappeler Frédéric. Tu vois, quand je fais mes signatures de mail, avant c'était Fred ou mon nom d'artiste. Maintenant, je le mets vraiment Frédéric. C'est quoi ton nom d'artiste ? Mamselle Pastel, pour vous servir. Tu fais du body painting, en tout cas c'est ta spécialité. Hein. Tout à fait. Ça body painting et face painting. Et là, encore une fois, quand je me présente, il n'y a pas de... Je le dis en anglais, et du coup je suis face et body painter, parce que je ne vais pas dire body painteuse. Enfin, tu vois, ce serait un franglais un peu chelou. Et il n'y a pas d'équivalent en français. Je ne vais pas dire je peins des visages et des corps. Si je dis ça, on pense que je peins sur toile. Si je dis je maquille sur des visages et sur des corps, ça prend 5 heures à expliquer ce que je fais. Je suis face et body painter. Point. Ok, je comprends. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en substance ce que tu viens raconter et ce qu'on va... Je bug total. Ce dont on va causer pendant toute cette heure d'interview. En fait, je pense que ce qu'on va raconter, c'est plus le rapport d'un artiste à l'argent, à la façon de gagner de l'argent, à la façon de vendre son art, en tout cas autour de ce que moi je sais en faire et ce sur quoi j'ai travaillé. C'est là-dessus que ça m'intéresserait d'aller, peut-être. Bon, on va y aller alors. C'est toi qui décides. Allons-y. La première question que je pose à tous mes invités, c'est si je te dis argent, pour toi, qu'est-ce que ça te renvoie ? Plaisir, joie, espèces sonnantes et trébuchantes. Donc des sous qui tombent, c'est ça ? Des gling-gling, c'est ça ? Oui, abondance, voilà, avec le geste qui va, tu vois, qui ouvre vers tout, oui. Ok. T'as un truc particulier dans le rapport au cash, au sous ? Oui. En fait, le rapport particulier que j'ai, c'est que je suis artiste et que sur mes stands, je mets souvent une tirelire à tips, à pourboire. Quand c'est autorisé, en tout cas de la part de mes clients, parce qu'en fait, les gens me donnent d'eux-mêmes, sans que je demande quoi que ce soit, viennent me donner de l'argent. Étant en train de maquiller, je peux pas prendre l'argent dans les mains. En plus, c'est dégueulasse, il faudrait que je me lave tout le temps les mains, etc. Donc, ils ont trouvé une feinte. J'ai un miroir avec un carré devant. Ils me glissent l'argent dans le miroir, mais c'est pas du tout fait pour. Donc, les gamins prennent l'argent, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai mis maintenant une tirelire et je me rends compte à quel point avoir du cash, c'est important. Parce que quand tu croises quelqu'un qui fait quelque chose de chouette, t'as envie. C'est un peu une reconnaissance, tu vois, de dire, même si t'es payé, j'ai envie de te donner un petit truc. Voilà, en plus. Donc j'aime le cash et je trouve ça dommage qu'on l'enlève. C'est un peu le jeu des banques. Hein. Dégager le cash, enlever le black, voilà. Et puis surtout, moi je trouve que je fais partie de ces gens qui n'ont jamais de monnaie sur eux. Et qui, quand le sans contact est arrivé, vraiment, j'étais joyeux. Et en plus, post-Covid, là, vraiment, l'intégralité des commerçants se sont mis sans aucune limite, etc. Donc, tu n'as même plus besoin d'avoir un peu de pièces sur toi, quoi. Oui. Et toi, c'est sûr que j'ai l'impression que tu as... Je trouve ça dommage et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je dirais pas qui se perd maintenant. Enfin, tu vois, j'ai des gens qui viennent me proposer des tips sur PayPal. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de... je sais pas si tes filles faisaient ça. Moi, mes filles, quand elles voyaient un musicien dans la rue, on leur mettait toujours une pièce pour aller le mettre dans l'étui de guitare. De ce fait-là, je le fais pas, parce que j'ai pas de cash sur moi. Ouais, mais moi, je trouve ça important. Ouais. Enfin, j'y suis sensible. Mais je suis d'accord avec toi. Ou tu vas dans un resto, c'est rare que je laisse pas de pourboire. Je suis vraiment... et à Olivia Ruiz, qui est la femme chocolat, moi, je suis la femme pourboire. Pour moi, c'est important, le pourboire. C'est vraiment la reconnaissance de merci beaucoup. C'était génial. Et je sais que quand tu laisses un tip sans carte bancaire à ton serveur, t'es pas sûr. T'es pas sûr que ça lui revienne vraiment. Donc, souvent, si j'ai pas l'argent sur moi, je vais aller le retirer, faire de la monnaie, et je reviens déposer un tips derrière. Ah ouais.
Ah ouais, je sais à quel point c'est important. Ok. Le pourboire fait partie de la vie. Et t'as développé enfin, ça vient d'où en fait cette culture du pourboire comme ça? Parce que c'est pas, tu vois, autant aux États-Unis tu vas là-bas, en fait les serveuses les serveurs sont payés que aux tips. Ils ont tendance à, en plus ils voient si t'es étranger, ils te disent alors bon, mon gars, il faut que tu rajoutes 10 balles, d'accord, t'as compris? Ils te le mettent en gros. Mais c'est vrai que sinon il y a vraiment une culture du pourboire là où en France j'ai l'impression que ça se fait pas trop quoi. Je sais pas si je l'ai toujours eu. Mais j'avais vraiment ce truc, je te dis, par rapport à nos enfants, où on leur laissait des sous pour aller, dire que c'était beau, la musique, ou enfin tout ça. Et je sais pas si c'est quelque chose vraiment que tu apprends, mais en voyant tous ces gens, parce que j'ai toujours été attirée par l'art, en voyant tous ces gens qui te posent un chapeau par terre, forcément, tu sais que ça va être bien de laisser un pourboire, et que dans un resto, j'ai mon mari qui est cuisinier, on en discutait en off. Un resto, c'est important aussi de laisser un tips. Et je vais même plus loin pour les gens qui vont au resto, pensez au cuisinier. Si c'était excellent mais que le serveur était odieux, n'hésitez pas à vous déplacer en cuisine et à aller donner le tips au chef directement. Ah, carrément. Ça se fait, bien sûr. Lui, il a des gens qui se déplaçaient en cuisine pour lui remettre des billets en disant « Merci chef, c'est cool ». Ok. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as la sensation que ça a fait partie d'une forme d'éducation chez toi, ou comment ça t'est venu en fait? Je saurais pas vraiment Parce que répondre. franchement, je crois que ça fait 20 interviews que je fais là. T'es la première qui me parle aussi ouvertement, tu vois, de la culture du pourboire. Ok. Trop intéressant. Hein. Ok. Je sais pas si c'était vraiment dans mon éducation, mais j'ai eu, tu vois, un grand passage avec des enveloppes. Enfin, j'ai aimé retirer, mettre dans des enveloppes, faire des budgets à l'enveloppe. Okay. Et non pas que sur des comptes, tu vois. Ouais. Avoir le vrai passage argent sonnant et trébuchant, et ensuite rétribuer selon les budgets autorisés. Donc je pense que j'ai toujours eu du cash avec moi en fait. C'est rare que j'en ai pas. D'accord. Et souvent, si j'en ai pas, je vais aller en retirer parce que je trouve que c'est important. Ouais. Et est-ce que tu as la sensation que d'avoir eu cette habitude d'avoir du cash, ça t'a aussi peut-être facilité le rapport à l'argent? Non. Ok. Je pense pas. Parce que l'un des trucs que Christian Junot fait, alors si c'est le premier épisode que vous écoutez, je vous invite à écouter le tout premier épisode de ce podcast qui s'appelle avec Christian Junot, qui est lui coach dans la relation à l'argent, c'est qu'il incite les gens à aller toucher l'argent, parce que c'est vrai que c'est un truc vraiment qu'on a tendance à oublier, et de juste le palper, quoi, de palper des billets, de palper des pièces, etc. Mais toi, pour le coup, t'as pas l'impression que ça t'a facilité? Non, je pense pas. Après, peut-être que le faisant naturellement, c'était peut-être plus simple. Ouais. Je sais pas. Je sais de tête que quand tu vas voir un psy, on te recommande de payer en cash et non pas en carte. J'ai jamais été dans ce cas-là, mais je comprends la démarche en tout cas, tu vois, de me dire d'accord, effectivement, il y a vraiment cette démarche plus que de ce sera sur mon relevé de compte que je regarderai pas, je vais pas prendre le ticket, je vais pas voir, tu vois. C'est un peu différent. Ok. Non, c'est vrai que c'est l'un des rares trucs que je paye en cash, ma psy, mes thérapeutes d'une manière générale, c'est que je trouve que c'est cool d'aller chercher l'argent et de dire voilà, ça me coûte autant, ça fait partie de la démarche thérapeutique, je crois. Exactement. Très bien. La deuxième question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu as un souvenir particulier, ton premier souvenir même, tu vois, en rapport avec l'argent? Je dirais que, alors me concernant moi, j'ai pas vraiment de souvenir jeune. Le premier souvenir, c'est plus une sensation, quelque chose d'assez désagréable. J'ai une mère qui est vraiment, je dirais, mauvaise gestionnaire, qui gagnait pas beaucoup et qui élevait seule plusieurs enfants. Et du coup, l'argent était source de tristesse, d'inquiétude. Il y avait beaucoup, si elle faisait les comptes, je passais sur la pointe des pieds et c'était des crises de larmes. Donc c'était plus le nœud au ventre à dire on va rien demander. Ok. Et elle se cachait pas, c'est-à-dire qu'elle le faisait devant vous. Oui. Il y avait un vrai truc il fallait partager cette tristesse, quoi. Alors elle le faisait pas spécifiquement devant, consciemment. Mais voilà, elle était, tu vois, dans le salon. Et puis nous, si on sortait de la chambre, on tombait sur ou on entendait c'est pas possible, je vais pas y arriver, tu vois, ce genre de vocabulaire hyper négatif, cette sensation, cette chape de plomb de waouh, ça a l'air d'être compliqué l'argent. Ok. C'était surtout ça, moi, cette
ses premiers souvenirs et encore maintenant, la concernant, c'est vraiment compliqué. Ok. Ouais. Il n'y a pas un rapport très, très fluide, quoi. Ah non, pas fluide, pas agréable, pas cool. Non, direct. Et toi, la vie faisant, en fait, tu décides de te lancer comme artiste. Oui. Qui est quand même le truc le plus, on va dire instable financièrement. En tout cas, on a cette projection-là, Oui. tu vois, qui va souvent avec le métier d'artiste, quoi. C'est ça. En fait, j'ai pas décidé de me lancer en tant qu'artiste, tu vois. C'est juste quelque chose, c'est en moi. Il y a pas une décision à un moment en se disant, tiens, et si je me mettais dans une instabilité financière? Ah oui, très bien, très cool, signons-là. Pas du tout. C'est juste que par la force des choses, de métier en métier, il y a eu ce choix-là à un moment donné, mais je ne savais pas que ce serait mon métier. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est pour tordre le cou à cette notion de artiste égale pas d'argent, artiste égale manger des pâtes et attendre le flux divin qui t'amènera vers une création ultime, mais tu n'as besoin de rien d'autre. Ce que je veux dire, c'est que t'es pas allé de cette là vers une forme de sécurité financière Non. en grandissant et en te disant, comme maman a galéré, Non. peut-être on va aller vers... En fait, je me posais même pas cette question. C'était pas... Je te dirais que l'argent est vraiment devenu quelque chose d'important et un sujet sur lequel j'ai eu envie de travailler depuis vraiment 1 an et demi. Donc tu vois, j'ai 42 ans, voilà, on va dire autour de la quarantaine. Et c'est très clairement, c'était pas un sujet. C'était pas une... Non, c'était rien en fait. C'était rien. C'était, j'en gagne, j'en dépense, mais... voilà, il pleut, il fait beau, j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent. Voilà. Ok. Il y avait rien de particulier, tu vois. Okay. Et j'avais pas une envie de faire carrière, par exemple. J'avais pas un truc en tête de me dire, il me faut absolument tant par mois pour être bien. Je faisais mes comptes et ça s'arrêtait là, quoi. D'accord. Non, mais je me demandais à quel point vraiment cette maman, en tout cas cette situation particulière en rapport avec ta mère, t'avait pas, je sais pas, infusé un rapport avec l'argent un peu complexe, quoi. Ah bien sûr, oui, et c'est pour ça que là maintenant, je pense que j'ai quand même fait ce travail un petit peu en amont, tu vois. Il a vraiment éclos depuis quelques temps, mais je pense que j'ai préparé le terreau avant. Comment t'as fait ? Comment j'ai fait? En me disant que je voulais pas être comme elle. Tu vois, en prenant le contre-pied en fait, en me disant ah non, c'est hors de question. J'ai des filles aussi, j'ai pas du tout envie de leur donner ce rapport-là. Elles ont toujours eu de l'argent dans des porte-monnaies, sur des comptes, et ça a jamais été un tabou entre nous. On a toujours discuté. Et je me suis dit que je voulais surtout pas que mes enfants souffrent. Par exemple, tu vois, quand c'est au collège, tu vas avoir un voyage scolaire. Moi, c'était une panique de l'annoncer. De me dire, ah là, putain, j'irai pas, quoi. J'irai pas, ou ça, je sais qu'elle va manger des pâtes pendant 3 mois derrière, ou ça va pas être rigolo. Pour moi, c'était, je veux pas qu'il y ait ça chez moi. Donc, tu vois, j'ai commencé à le travailler comme ça, mais j'ai pas vraiment eu de formation. C'était au petit bonheur la chance. Ok. Comment tu vis, en gros, parce que j'imagine que tu as commencé à bosser vers 20-25 ans. Oui, en fait, j'ai bossé assez tôt. J'ai décidé de faire une école de danse. Juste après le bac, je vais redoubler. À cette époque, on redoublait encore. C'est plus trop le cas maintenant, mais voilà. Du coup, à 19 ans, j'ai attaqué une école de danse à Paris. Et en fait, je voulais être maman. Oui, j'avais vraiment envie d'être maman. Du coup, c'était vraiment le projet de ce moment-là. Donc, avec mon cher et tendre, on a décidé de faire des enfants, de prendre le temps qu'il fallait pour faire des enfants. Et comme on les a enchaînés, en fait, j'ai, pendant 3 ans, été ou enceinte, ou en train d'allaiter, ou en train de m'occuper de bébés. Donc, j'ai pas vraiment travaillé. Mais à partir de 23 ans, oui, là, j'ai bossé, parce que j'ai arrêté cette école, et sans avoir ce diplôme, j'ai quand même donné des cours. Donc, tu as eu 3 enfants entre tes 19 et tes 23 ans, on va dire. J'ai été maman à 21, 22, 23. Wow. À 23. 23, c'était fait. J'avais les 3 enfants. Voilà. Mais tu vois, c'est un peu comme une to-do list. Ouais. Je te disais en début d'épisode, je suis pas une meuf qu'il faut trop ni ennuyer, ni faire traîner, quoi. J'ai des choses à faire. Et
Et avoir des enfants, je savais que ça allait prendre du temps. Et je savais, avant de les avoir, tu sais jamais en fait. Mais je pensais que ça allait me mettre entre parenthèses pendant un certain moment et que c'était maintenant parce que j'avais pas de choses probantes en fait sous la main et que je pourrais tout construire après finalement. Donc je préférais me mettre entre parenthèses tout de suite et enquiller derrière. C'est un calcul comme un autre. T'as fait quoi alors après, en sortant de cette période de maman dans la vie et dans ton rapport à l'argent? Alors déjà, pendant cette période, on a voyagé. On a habité pendant un certain temps en Nouvelle-Calédonie, ensuite en Polynésie française. J'ai eu des accouchements prématurés, enfin bref, des trucs où du coup, financièrement, s'est posé la question si ça n'avait pas été pris en charge. Tu vois, je suis arrivée en hélico. Là, on s'est dit, si c'est pas pris en charge, on va rembourser pendant 20 ans. Ça a été vraiment une panique à un moment de se dire, waouh, comment c'est possible que ça coûte aussi cher? Ben oui, ça coûte très très cher les soins. Et puis pareil, les couveuses, enfin voilà, c'était des soins qui étaient vraiment excessifs. Par chance, c'était pris en charge, donc ça ne nous a pas du tout grévé financièrement. Et juste après ça, donc on a terminé en France, on est arrivé en France et on a choisi de vivre dans un endroit au pied du Mont Blanc. Et je suis arrivée avec mon maigre bagage dans la maison de quartier de ce village en disant est-ce qu'il y aurait des cours de danse pour adultes parce que j'ai quelques kilos à perdre. Et là, la dame me dit en fait, notre prof de danse vient de démissionner. Si vous connaissez quelqu'un, moi, je suis prof de danse, donc oui, si vous voulez. Donc j'ai juste eu le temps de sevrer ma dernière et d'arriver pour donner des cours de danse. J'ai été tout de suite en CDI, salarié, avec une paye qui me semblait vraiment correcte. C'était en francs. Au début, c'était directement en euros. Le franc, c'est quand on était en Polynésie. Et du coup, j'ai passé 10 ans comme ça à donner des cours de danse. T'as te souvenir de ta paye à l'époque? Eh ben non. Non, puis tu vois, ça fait un moment. Donc, je dirais que j'étais de tête. Je pense que j'ai été à 15 € de l'heure en CDI. Et c'était lissé sur l'année. Donc ça m'allait bien parce que tu vois, dans la gestion d'un budget, j'avais pas à me casser la tête quand j'avais beaucoup de semaines de cours ou des vacances. J'avais toujours la même paye. Et puis j'avais ce fameux 13e mois, puis une prime. Et ça me permettait de pas réfléchir. C'était bien, je faisais ce qui me plaisait, etc. Donc voilà, j'ai enchaîné comme ça pendant 10 ans au sein de la même structure jusqu'à un moment où mon corps m'a rattrapée, clairement, et il m'a dit... En sortant d'un cours, j'ai été très fatiguée. J'arrivais plus à monter les escaliers. J'ai dû porter ma jambe pour me mettre dans ma voiture. Oui. Je me suis dit, j'ai dû forcer ce soir. Le lendemain, j'ai commencé à me décaler sur la droite. Je me cognais dans mes murs. Enfin, tu vois, tu connais ta maison par cœur, donc voilà. Je commençais à me cogner, à plus pouvoir lever mon bras. Donc là, on s'est dit, AVC, tous les trucs... Donc j'ai terminé aux urgences, on m'a fait tout un tas d'examens pas drôles, ponction lombaire, on a suspecté une maladie de Lyme, un AVC, une sclérose en plaques qui se mettait en place. Bref, ça a été comme ça pendant un certain temps. J'ai passé 1 mois et demi, en gros, à 4 pattes, sans contrôle de mon corps. Je pouvais pas toucher mon nez, tu vois, les yeux fermés, je savais pas où était mon nez sur mon visage. C'est complètement improbable. Et en tant que danseuse, c'était extrêmement vexant et humiliant. Tu vois, de plus du tout avoir ce contrôle dans mon corps. Et en fait, je pense que c'était peut-être un burn-out physique. Okay. C'est ce qui me permettait Vous à n'avez ce jamais moment-là. trouvé de cause Non. particulière? Okay. Non. Juste ton corps, il était en train de dire maintenant, c'est fini, bébé. Exactement. En fait, voilà. Tu vois, si j'avais eu une jambe cassée, ça aurait pas du tout eu les mêmes répercussions. C'est juste que là, j'ai été dans un tel arrêt et il a fallu 1 mois et demi pour que je lâche réellement. Donc pendant 1 mois et demi, j'ai continué en mode c'est pas grave, si je peux pas me déplacer, les gens me porteront. J'étais vraiment, tu vois, tête brûlée. Non, j'irai jusqu'au bout, en mode warrior. Et puis il a fallu se rendre à l'évidence que non. Et quand j'ai vraiment accepté ça... Ton corps gagne toujours. Hein. Exactement, mais tu vois, j'en étais pas consciente. Ouais. Puis, pour moi, j'avais une hygiène de vie incroyable. Ouais. Voilà. Bref, du coup, j'ai terminé... Ceci est un grand mensonge. Ah ouais. Mais pour moi, c'est la plus belle expérience qui me soit arrivée. J'en suis très reconnaissante, vraiment. D'avoir été obligée de t'arrêter comme ça et de te mettre face aux limites de ton corps, tu veux dire? Exact, ouais. D'être vraiment dans cette vulnérabilité de... je pensais que ça n'arriverait qu'aux autres. Ça ne peut pas m'arriver. Je suis parfaite. J'ai une hygiène de vie incroyable. Je fais du sport tout le temps. Tu vois,
Il ne pouvait rien m'arriver. J'étais invincible. Bah, pas du tout. Du coup, ça a été génial parce que il a fallu vraiment travailler sur moi violemment. Enfin, pour le coup, ça a été quand même assez violent. Et en même temps, c'est grâce à ça qu'a découlé toute la suite de l'aventure entrepreneuriale, mais que je ne savais pas qui allait arriver. Voilà. Donc, c'est grâce à tout ça que je suis qui je suis maintenant. Ok. Oui. Donc, c'est à ce moment-là que tu te lances un peu dans le body painting, c'est ça ou... Alors, à ce moment-là, je me rappelle que au moment de faire une école de danse à 19 ans, j'avais eu le choix. Ou faire une école de danse privée, ou faire une école de maquillage privée. Et comme j'étais une jeune femme stupide et que ma mère ne voulait pas que je fasse école de danse, évidemment, j'ai fait l'école de danse. C'était très intelligent. Et surtout, je me suis dit, voilà, l'école de danse, il faut avoir un certain niveau que j'avais. Donc, c'était aussi un peu l'ego qui disait, t'es doué, fais-le, quoi. Alors que l'école de maquillage, il suffisait de payer, je pouvais le faire plus tard, finalement. Et puis, je ne l'ai jamais fait. Mais par contre, je me suis lancée seule en me disant, bon, c'est quand même ce qui me plaisait beaucoup à l'époque. Allons-y gaiement, j'ai envie de ça. Donc, j'ai juste pris quelques couleurs, quelques pinceaux et j'ai commencé à proposer à mes anciennes élèves de danse quelques petits trucs à droite à gauche. Et puis, il y a une maman qui a vu, qui a trouvé ça joli, qui travaillait à la mairie et qui m'a dit « Bingo, on te prend sur le carnaval ». Tu te faisais payer par les élèves ou c'était vraiment un truc... Non, c'était vraiment... Ok. J'essaye, en fait, tu vois. Et là, je me suis retrouvée embarquée à maquiller sur un carnaval en n'ayant jamais fait ça. Ok. En me disant « Ok, c'est cool ». Et là, c'est pareil, la mairie te demande de venir. À aucun moment, tu te dis, ok, ça va être une prestation. Ah là, c'était payant, par contre. Ok. Ouais, j'ai fait payer. J'avais déjà un statut d'auto-entrepreneur parce que j'étais engagée par d'autres structures pour donner les cours de danse. Ok. Et eux, ils me demandaient des factures. Oui, mais tu vois la différence entre, ok, je suis légitime pour être prof de danse, parce qu'en fait, c'est ton métier, entre guillemets, et de passer à, ok, j'ai ce hobby là, qui est un peu ma passion depuis tout le temps. C'est pas forcément un pont très simple à faire de te dire je vais aussi me faire payer pour le truc pour lequel je prends du plaisir et qui est cool, quoi. Mais je sais pas comment je me suis dit que j'allais me faire payer pour ça, mais je me suis seulement dit, en fait, c'est une mairie. Je ne vais pas du tout travailler gratuitement pour des gens d'une mairie, c'est hors de question. Mais à ce moment-là, ne se posait pas la question de, évidemment, sinon tu pètes le marché. Enfin, tu vois, j'en avais aucune conscience. Et je ne savais pas quel prix pratiquer. Donc, par chance, le bouche à oreille a vraiment bien fonctionné dès le début. Les gens se sont donné mon nom sous le manteau. Et puis, dans une structure où je donnais des cours de danse, ils avaient fait intervenir une maquilleuse. Et je m'entendais très bien avec eux. Du coup, ils m'ont ressorti la facture de la maquilleuse. Donc là, j'ai vu... Yes. Voilà, c'était un bon premier jet, tu vois. Et là, j'ai vu qu'elle était à 45 € de l'heure. Pour moi... Excuse-moi, mais tu leur as demandé la facture ? Oui. C'est toi qui leur as demandé ? Oui. Ok. J'aurais dit, en fait, je sais pas combien on gagne. C'est un bon tips, ça. Ouais. Pour déterminer vos prix, essayer d'aller trouver des prix de concurrents, quoi. C'est ça. Et du coup, ils m'ont sorti la facture où c'était 45 € de l'heure. Donc là, moi, de tête, vraiment la danse, je pense que j'étais à 15 € de l'heure, 45 € de l'heure, mais j'avais l'impression d'être Crésus. Enfin, c'était génial. Tu vois, moi, j'avais gagné plein d'argent avec 45 € de l'heure. Donc, je me suis mis à 45 € de l'heure, qui me semble bien. Et puis, en toute innocence, tu vois, j'ai fait des flyers, j'avais indiqué mes tarifs. Donc, je me crée un compte sur Facebook, je mets mon flyer. Et là, je ne sais plus qui est cette personne, mais je me suis fait défoncer, mais pliée en 5, par une nana qui m'a sauté sur l'orable en me disant « Mais t'es complètement folle, c'est pas du tout les tarifs, 45 € de l'heure, mais n'importe quoi ». Elle m'a pliée. Alors, la démarche était cool en soi. Mais c'était pas assez cher, c'est ça ? C'était pas assez cher. Ok. Et en fait, je sais plus qui est. Et depuis, j'ai supprimé en plus mon Facebook. Et du coup, elle m'a dit, voilà, c'est au moins 70 € ou 90 €. Et là, c'est posé la question de, ok, je fais comment pour passer de 45 à 70 ou 90 €? Et comme ça. Ok, la prochaine chose, je vais brûler les flyers. Enfin, les jeter, c'est con. Et j'y vais passer tout de suite à 90 €. Allez, go, c'est parti, quoi. T'as doublé tes tarifs en l'espace d'une minute. Bah oui. Ok. Oui, parce que je comprenais, tu vois, elle avait eu la maladresse de le faire, on va dire, violemment, mais le fond était juste de pouvoir dire, tu peux pas faire ça, parce que moi, qui ai plus d'expérience que toi et qui suis à ce prix-là, t'es en train de me péter tout le marché. Et là, j'ai commencé à prendre conscience que j'étais pas la seule à faire ça et que ça pouvait potentiellement devenir un métier et que finalement, à 45 € de l'heure,
Je passais pas du tout pour quelqu'un de sérieux. J'étais vraiment la nana qui se lance un peu, qui a pas trop d'expérience, ça c'est sûr, et qui du coup ne sait pas gérer des devis, qui sait pas gérer à vendre réellement ses prestations. Donc je suis passée tout de suite à 90 € de l'heure, j'avais très peu de clients. Donc les quelques clients que j'avais, il a fallu discuter un peu, expliquer qu'en fait je m'étais rendu compte de mon erreur, que je m'excusais, que je leur offrais peut-être 1 heure, enfin tu vois, mais que maintenant s'ils voulaient m'engager, ce serait ce tarif-là, quoi. Et du coup j'ai embrayé tout de suite pour ça. Et ça a été simple pour toi, je veux dire, ça, tu Oui. t'es pas dit oh putain, parce que je crois que pour plein de gens ça serait vraiment très très complexe de doubler le tarif. Ok. Non, c'était vraiment pas compliqué parce que je te dis, je voulais vraiment pas casser le marché. Mais je comprends, enfin, tu vois, que ce soit... finalement, il y a des clients pour tout le monde. Il y a des clients aussi pour les gens qui sont à 45 € de l'heure, même dans mon métier, et tant mieux. Voilà. Ok. Très intéressant. Tu te lances donc comme ça ? Oui. Qu'est-ce qui t'amène depuis... Mais ça, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a... 2012, c'est mon premier contrat. Ok, donc il y a 10 ans. Voilà. Il y a 10 ans, de tête, ma première année, j'ai dû faire 4 000 € de chiffre d'affaires. Mais tu vois, c'était vraiment pas un métier. Enfin, j'étais cool d'avoir 4 000 balles comme ça, juste en maquillant. Je trouvais ça fun. C'est un peu une cerise sur le gâteau. Tu continues à faire tes cours de danse à côté ? Non, j'ai démissionné. C'est quelque chose sur lequel je travaille encore beaucoup. J'ai beaucoup d'amertume sur cette situation parce que je voulais une rupture conventionnelle. Et le gars me dit dans le couloir, je dis bon voilà, je t'emmène ma lettre, je veux une rupture. Et le directeur me dit je te le dis tout de suite, c'est non. Et j'étais épuisée. Voilà, physiquement, j'avais vraiment traversé ce truc, c'était très compliqué. Et du coup, je lui dis d'accord. Et j'ai rédigé ma démission sur un coin de table en lui donnant. À aucun moment, tu vois, j'ai été aidée pour qu'on me dise reprends ta lettre, on va t'aider, on va aller au tribunal s'il faut, tu le mérites. Enfin bon, bref. Du coup, je suis partie une main devant, une main derrière, sans rien. Et en fait, je pense que finalement, c'est peut-être pas plus mal, parce que si j'avais eu cette rupture, j'aurais eu de l'argent et peut-être moins la niaque de trouver autre chose, tu vois. En fait, ça m'a permis de rebondir très rapidement parce que j'avais pas le choix, en fait. J'avais pas le choix et que c'était à ce moment-là comme ça, quoi. Mais par contre, j'ai pris un autre contrat pour avoir vraiment une intendance, on va dire, alimentaire, quoi, me permettre quand même de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai été AVS dans les écoles, donc assistante de vie scolaire auprès d'enfants en difficulté. Et là, je suis tombée sur des femmes, beaucoup de femmes dans plusieurs écoles, beaucoup de maîtresses adorables qui ont accepté de me couvrir. Parce qu'il y a plein de fois où finalement mon activité de maquillage a pris beaucoup trop d'ampleur très rapidement et je me suis retrouvée à devoir travailler 2 semaines à l'autre bout de la France en même temps que je devais être 2 semaines auprès d'un enfant. Et du coup, elles n'ont rien dit, elles m'ont couvert au détriment. Alors, c'était des enfants qui n'avaient pas besoin de beaucoup d'aide, mais quand même, j'étais pas là pour rien. Du coup, elles ont pris en charge mon travail auprès de l'enfant pour me permettre d'aller ailleurs. J'ai vraiment eu un soutien, une sororité énorme autour de moi qui m'a permis de partir, tu vois, comme ça. Et au bout de 2 ans dans cette école-là... Tu culpabilisais pas, toi, de laisser les mômes ? Ok. Non, parce que je savais que jusqu'à maintenant, en fait, ils n'avaient pas eu de personnel comme moi. Okay. Et je voyais ce que je faisais à leur côté. Je savais que pour 1 ou 2 semaines, la maîtresse était là. Enfin, tu vois, ils étaient quand même entre de bonnes mains. C'était pas un handicap lourd qui nécessitait une prise en charge. Enfin, voilà. Donc non, je culpabilisais pas et j'étais vraiment encouragée et plus que soutenue, tu vois, par tout ce corps enseignant qui finalement, avec le recul, peut-être vivait par procuration, tu vois, une passion qu'elle voyait dévorante. Enfin, tu vois, je restais, pendant les récrés, je restais pour dessiner en classe ou elle voyait. Alors, les enfants étaient autour de moi, qu'est-ce que tu fais ? Je maquillais à la fête de l'école gratuitement, là pour quand même les remercier pour tout ce qu'elle faisait pour moi et tout. Et puis un jour est arrivé j'ai trop de contrats. J'ai trop de contrats en maquillage, j'avais pas re-signé mon contrat en tant qu'AVS et la veille, je suis retournée les voir en disant bon, soit je me réengage avec vous et je sais que je pourrais pas aller partout, soit j'arrête. Et là, elles m'ont toutes regardée en disant c'est vraiment une question ? Peut-être pas en fait. Je crois pas. Et là, j'ai eu le soutien de mon mari qui m'a dit en fait t'attends quoi ? J'attends, je suis pas sûre de pouvoir faire vivre tout le monde grâce à ça. Il me dit et quand bien même au pire, il se passe quoi ? Je dis on mangera des pâtes. Il me dit voilà. Donc, on a la base des pâtes, occupe-toi d'aller trouver les lardons, le pesto, le parmesan, vas-y go, j'ai foi en toi.
Et là, du coup, j'ai démissionné pour faire que le maquillage. Ok. Ça, c'était en 2015, septembre 2015. Donc pendant, on va dire, 6 ans, tu as fait ton activité sans vraiment te soucier de ton rapport à l'argent, c'est ça? Oui, complètement. Oui, oui. C'était vraiment pas... Enfin, tu vois, j'étais bien. En fait, j'ai eu un rapport, on va dire, assez simple, tiré vers le bas par un comptable que j'ai rencontré dès le début qui m'a dit surtout, restez en dessous des 35 000 euros pour pas passer à la TVA. Ça va être tellement compliqué et tout. Et moi, n'ayant pas d'entrepreneur dans mon entourage, je me suis dit, mais il a raison. Je reste en dessous des 35 000. Donc, il m'encourageait à renoncer à des contrats. Non, mais c'est complètement débile. Enfin, C'est un vrai très bon conseil. De commencer déjà par très bien s'entourer et de pas s'entourer de gens qui vont potentiellement vous tirer vers le bas. En tout cas, c'est un bon conseil quand tu débutes. oui. Mais t'étais pas débutante en fait. En fait, au moment où je suis allée le voir, donc c'est à partir de 2012, à partir de 2015, là, je me suis vraiment dit, bon, il faut faire les choses dans l'ordre. Est-ce que mes factures sont bien? Est-ce que mes devis sont cohérents? Enfin, voilà, j'ai vraiment besoin de prendre conseil. Et c'est là qu'il m'a dit, quoi qu'il en soit, votre activité augmente bien et tout, mais restez vraiment en dessous des 35 000. Et à ce moment-là, je frôlais cette chose-là. J'étais, tu vois, 34 800. Il me dit, quitte à ce que vous décaliez certains paiements, etc. Et je trouvais ça bien. Enfin, tu vois, je me disais pas, oui, il a raison quand même. J'avais pas cette grande ambition. Enfin, je pense que si, finalement, mais qui était quand même avec un couvercle au-dessus pour surtout pas dépasser, pas faire de vagues et pas que ce soit compliqué. Voilà. Et Cette barre a été relevée, non, des 35 000 euros depuis? oui, mais en fait, tu as la TVA quand même, à Ouais. partir de 37 500, je crois, Ok. ou 36 500, quelque chose comme ça. Et du coup, il y avait vraiment cette peur panique, tu vois. Et justement, il me rappelle en me disant, voilà, il y a un doublement du plafond, mais restez quand même autour des 35 000. Et du coup, bah voilà, je me suis pas posé de questions. Et puis, bah, le Covid est arrivé. Mais Donc, excuse-moi, mais tu t'es pas demandé en fait, mais en fait, peu importe la TVA ou pas de TVA, qu'est-ce que ça change globalement dans ton activité, quoi? non, parce que, en fait, j'avais peur de faire des papiers. C'était Ok. quelque chose qui me stressait. Tu vois, le rapport à l'administratif, c'est souvent ce qu'on te dit. Bah voilà, moi, je suis plus à l'aise avec un pinceau à la main qu'avec une calculette, évidemment. Et en fait, non. J'enlève le évidemment. Parce que c'est pas normal. En fait, on doit être autant à l'aise avec un pinceau qu'avec une calculette. Si on n'est pas à l'aise avec la calculette, personne ne le fera pour nous. Donc, j'ai appris par la force des choses. Et c'est vraiment, j'ai fait un épisode là-dessus. C'est le pire conseil qu'on m'ait jamais donné. Rester en dessous des 35 000 à cause de cette foutue TVA qui fait peur à tout le monde. Mais tu vois, c'est un peu la croyance imitante, quoi, comme les légendes urbaines, la Dame Blanche, enfin voilà, les trucs comme ça. Bah, t'as la TVA. Voilà, faut pas passer la TVA, sinon c'est la cata, quoi. Donc, je suis restée vraiment sagement là-dessous, mais en étant consciente quand même que j'avais un fucking potentiel, tu vois. Parce que j'arrive, enfin, tout le monde me disait, mais qui est des gosses, ça n'a pas de sens. En plus, t'es pas à Paris, donc comment tu vas faire pour trouver des contrats? Et puis tu vas te vendre comment? Et puis c'est pas très sérieux, et puis tout ça. Enfin, c'était pas une question, tu vois. Et au bout d'un moment, quand tu dépasses les 30 000 euros de chiffre d'affaires, tu te dis, bah, en fait, j'y arrive bien quand même à mon truc. 31, 32, 33, 34, et 35, stop. Je vais pas au-dessus. S'il faut, j'enlèverai des contrats, ou tu vois. Voilà. C'est quoi le déclic alors? T'as un déclic? Peut-être que t'as pas de déclic Je d'ailleurs. crois que j'ai pas vraiment de déclic, mais je crois qu'à un moment, je me suis dit... si, c'est de parler aussi avec des gens. J'ai 2 bons potes qui sont avec moi en prestation, pas du tout maquilleurs. Il y en a un qui est très coincé niveau argent et l'autre qui est hyper à l'aise, enfin, qui en parle très librement et qui a 20 ans de plus que moi et qui m'a toujours dit Fred, dépense. Arrête d'avoir peur de manquer. Parfois, il faut faire le premier pas, avoir l'impression de tomber dans le vide et en fait, tu as quelque chose en dessous qui te rattrapera. Et tu vois, il m'a fallu du temps pour comprendre ce qu'il voulait vraiment dire. Et finalement, de fil en aiguille, le fait de parler avec eux et de me rendre compte combien eux, ils engrangeaient, je me suis dit, putain, en fait, j'ai vraiment une grosse marge. Je peux faire beaucoup plus. T'as en tête de combien ils engrangeaient? Ouais, j'ai un pote qui est, du coup, celui qui est à l'aise, le plus âgé. Lui, il est aux alentours des 60, 65, 70 par an, tu vois. Et du coup, le double de moi. Donc moi, je me disais, merde alors. Enfin, pourquoi lui, tu vois? Alors qu'on est tous les deux prestataires, alors qu'il n'y a pas de raison, plus lui que moi.
Donc ça m'a déjà aidé à ça. Et puis de fil en aiguille, de se rendre compte que les enfants grandissant, etc., on a peut-être plus de facilité aussi à pouvoir économiser. Et qu'est-ce que j'aimerais faire ? Mais est-ce que je gère bien mes comptes ? Et qu'est-ce que je peux vraiment faire ? Est-ce que je peux commencer à investir ? Enfin, tu vois, des choses comme ça, c'est là où j'ai commencé vraiment à me dire « Ok, je crois qu'il faut que je travaille dessus parce qu'il y a moyen que je parte complètement en vrille. » Comment ça ? Que je comprenne pas, en fait, vraiment de quoi ça traite. Et quand je vais voir le banquier, je suis pas prise au sérieux parce que je suis la meuf, tu vois. Dans mon couple, on parle à mon mari, mais pas à moi. Alors que lui, il y panne que dalle et que ça l'intéresse pas vraiment. Tu vois, il me dit, mais moi... Et du coup, il envoie chier le banquier en disant, en fait, on vous a dit, c'est ma femme qui gère. Donc, ne m'appelez pas. Faites-lui confiance et gérez avec elle, tu vois. Mais il faut quand même passer par là. Donc voilà, ça a été un moment où je me suis dit, d'accord, j'ai envie de comprendre et surtout de couper certaines choses dans ma relation à l'argent. Lesquelles ? Justement, le champ lexical, par exemple, du compliqué, du cher. Cher, c'est un mot où je suis allergique, tu vois. Si quelqu'un me dit que c'est cher, j'ai envie de le piler sur place, tu vois. Chez moi, c'est interdit. Mes filles, si elles prononcent cher, elles sont punies pendant 10 générations. C'est pas d'accord, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de cher. C'est adapté à ton train de vie ou pas. Mais soit t'augmentes ton train de vie, soit tu le réduis, mais tu peux pas dire à quelqu'un que c'est trop cher ou... Non, c'est cher par rapport à quoi ? C'est cher par rapport à qui ? Quelle est la valeur que tu perçois ? Quelle est la valeur que tu proposes ? C'est ça, cher. Ok. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que t'as coupé d'autre ? Ce rapport justement avec les économies de bout de chandelle. Je te donne un exemple tout con. Le dernier colis que j'ai reçu de ma mère, c'est une boîte de thé, une boîte de sachets de thé. Et pour pas payer le colis du dessus, elle a enlevé tous les sachets de thé qu'elle a répartis dans le colis et elle a plié la boîte pour qu'elle soit toute plate, la boîte de thé. Et en recevant ça, j'ai dû reconstruire la boîte, remettre les sachets dedans. Et là, je me suis dit, c'est vraiment de la merde en fait. Qu'est-ce que tu fais, meuf ? T'es à 1,50 $ de prendre une plus grande boîte, t'y arrives pas. Ça, c'est plus mon histoire. Tu vois, c'est son histoire, c'est son problème, c'est pas le mien. Voilà, je coupe ce genre de choses débiles, en fait. Tu l'as appelé pour lui en parler, pour lui en parler ou pas ? Non, je laisse tomber. Okay. Je laisse tomber, là, tu vois, je suis allée manger chez elle, je lui ai proposé de lui payer le repas parce que je sais que c'est vraiment raide pour elle. Elle se vexe. Ah. Elle se vexe et du coup, moi, je lui dis, c'est une proposition, elle est honnête, parce que moi, je travaille vraiment sur mon rapport à l'argent. Toi, je comprends que ce soit pas ton chemin. J'entends ta décision, c'est ton choix. Voilà. Tu vois, je vais pas plus loin, en fait. Je laisse faire. Mais je coupe vraiment tous ces trucs de merde, en fait. Ça m'intéresse plus. Qu'est-ce que t'as coupé d'autre ? Qu'est-ce que j'ai coupé d'autre ? Je te dis, tous ces bouts de chandelle pourris, type, tu vas au resto avec des potes, tu sépares l'addition en 5, tu vois, enfin, tes 5 potes, tu sépares en 5. Et t'as toujours un qui va venir pinailler sur « mais moi j'ai pris de l'eau » machin. Et avant ça me mettait plus gênée si j'avais moins consommé ou quoi. Je me disais c'est dégueulasse, je vais payer plus, tu vois. Mais parce que j'avais été élevée dans ce un sou est un sou. Enfin, c'est tellement compliqué qu'il faut pas dépenser trop. Et maintenant je m'en fous. Enfin, je me dis, va, sépare en 5. Même si j'ai pas bu de vin, même si je m'en fous en fait. C'est le bon moment qu'on passe ou alors je dirais pas que j'ai continué de couper, mais tu vois, j'ai ouvert aussi des choses. Type aller dans des endroits luxueux ne coûte pas forcément super cher. Ce fameux mot que je déteste, voilà, tout le monde va te dire ah mais non, tu peux pas aller là, ça coûte une blinde. Non en fait, je me rends compte que non. Et ça, je m'en rendais pas forcément compte avant parce que j'ai pas été élevée comme ça et qu'il a fallu vraiment travailler sur. En fait, c'est tout à fait possible. Là, je suis allée à Milan il n'y a pas longtemps et j'ai pris un billet au dernier moment à la Scala qui m'a coûté 13 €. Et du coup, pendant que j'attendais dans la file, je cherchais sur mon téléphone un équivalent chez McDo. Tu vois, pour parler à ma communauté et dire, en fait, pour 13 balles, tu peux avoir 20 nuggets à McDo ou une place à la Scala. Tu choisis quoi ? Voilà, ce genre de choses, tu vois, j'ouvre vraiment sur ce que je mérite. Ok. Et comme tu disais, tu as ouvert tout ça. J'imagine que tu as aussi ouvert ton potentiel de chiffre d'affaires avec. Parce que ça va avec, j'imagine. Exactement. En fait, l'année dernière,
On est là pour parler chiffres. Oui. Voilà. L'an dernier, pour la première fois l'été, j'ai calculé ce que j'étais en train de gagner. Le 26 août, en 2 mois, j'avais gagné 9 951 €. J'étais à 49 € des 10 000. Et j'avais jamais réalisé ça. Et là, je me dis... Comment ça? Je comptais pas, en fait, je m'en foutais. Enfin, tu vois, j'avais des sous, mais je comptais pas le total en 2 mois. Combien ça faisait, par exemple. T'avais pas un tableau Non, mais de suivi non. de chiffre d'affaires, etc. Pas du tout. Ok. Pas du tout. J'avais juste un cahier où je marquais, mais il n'y avait pas un total qui était fait. Ah non, très freestyle. Ok. Complètement freestyle. Vive les tableurs, hein. Enfin, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il existe un truc très simple, Google, enfin Excel, même Google fait des super tableurs. Vous pouvez faire une somme en l'espace de vraiment 2 clics, quoi. Voilà. Et ben ça, je ne le faisais pas. Et du coup, l'été dernier, je me rends compte, le 26 août, que j'en suis à 9 951 €, ce qui en soi était génial pour moi. Et sauf que là, je me suis vraiment dit, meuf, t'es à 49 balles, des 10 000, c'est quand même un seuil à passer. Donc j'en parle, mon banquier est mort de rire, il me dit « Mais Fred, s'il faut te donner 50 €, on te donne 50 € et tout. » Je dis « Non, je veux trouver mon contrat moi-même pour dépasser une première fois ce 10 000 en 2 mois. C'est vraiment important. » Mais c'est la première fois que tu dépassais 10 000 en 2 mois, t'en es sûr? Ou parce que comme tu suivais pas? Ok, d'accord. Oui, là pour ces 2 mois, oui. Et du coup, je réfléchis, j'en parle un peu à droite à gauche et je me dis « Je suis prête à prendre finalement, peu importe le contrat, il faut que je le dépasse, tu vois. » Il me reste que 5 jours pour terminer. Je sais pas du tout. En plus, je pars à Lyon pour emménager une de mes filles. Au moment de monter en voiture, je me dis, est-ce que je prends mon matériel? Bon, non, je le prends pas, on verra. De toute façon, au pire, je suis à 2 heures de route. On arrive à Lyon, on se gare, on va dans le métro, pas de réseau. Je ressors, un message vocal. Oui, Fred, j'ai donné ton numéro. Il y a quelqu'un qui cherche pour une presta. Rappelle-la. Évidemment, je rappelle la meuf. La meuf me dit, la maquilleuse nous a planté. Vous êtes dispo après-demain? Oui. C'est à Lyon, blablabla. Là, je lui fais un devis et du coup, je me fais un aller-retour pour aller chercher tout mon matos. Ce qui n'est pas spécialement rentable de ce fait-là comme non, mais bon, je le savais. Oui. Ouais, bref, je ne me suis pas écoutée, qu'importe. Et du coup, j'ai dépassé mon 10 000 €. Tu vois, j'étais à 10 700. Et là, c'est vraiment ultra cool de me dire, ok, donc si j'arrive à faire 10 700 en 2 mois, bah, potentiellement, c'est du 5 000 € par mois. Bah, je devrais pouvoir le répliquer plusieurs fois, tu vois. D'autant que j'ai pas forcé, je suis pas dans un démarchage agressif, etc. Et donc, j'ai réfléchi. Cette année, je me suis dit, faut au moins faire autant. Et là, on est fin juin. L'été n'a pas commencé et je sais que j'ai déjà 11 200 € assurés. Donc, tu vois, je me dis... Pour le mois de juillet-août. Okay. Ouais, juillet-août, pour les 2 mois. Pour 25 prestations. Donc, en soi, c'est pas non plus... tu vois, j'ai encore plein de temps pour trouver des clients. Et je suis vraiment rassurée de ça, tu vois, de me dire, j'ai débloqué quelque chose là-dessus parce que j'ai vu que c'était possible. La classe. Je sais pas si c'est la classe, mais c'est le début de la classe. Au moins ça. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, tu te dis, ok, j'ai vraiment enclenché un truc, c'est ça? Ouais, j'ai vraiment cette impression de puissance. Tu vois, de puissance et d'ambition comme quelque chose d'inarrêtable, mais pas de façon prétentieuse, comme j'ai pu l'être quand j'avais eu mes soucis physiques, à dire ça n'arrivera jamais à moi, puisque je suis parfaite à ce moment-là. Là, c'est vraiment quelque chose vraiment de profond en moi qui me dit « ce n'est que le début ». Je ne sais pas comment mieux l'expliquer que ça. Tu sais d'où ça vient? Non. Ok. Non, mais j'ai un fort caractère. J'ai un fort caractère et... Mais t'avais un fort caractère à 30 ans aussi. Oui, mais je pense que moins. Ok. Moins parce que justement, j'ai eu ce truc qui m'a mis plus bas que terre. Et j'en suis revenue. Donc forcément, c'est que derrière... je suis un peu une machine, ouais. Je suis un peu une machine, un bulldozer ou un phénix qui peut renaître de ses cendres à tout moment, tu vois. Ouh. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, ouais. J'ai pris conscience que même en étant plus bas que rien du tout, j'étais encore moi, dans toute mon intégrité, et que j'étais pas moins bien que les autres, même quand j'étais pas bien, tu vois. J'étais vraiment quelqu'un de bien, même en étant très très mal. Et du coup, cette puissance, je pense qu'elle monte crescendo et que c'est pas prêt de s'arrêter. Oui, parce que j'allais te dire, c'était il y a plus de 10 ans. Oui. Cette non. histoire. C'était non. quand? 2012? 2013. Ok, donc c'était il y a à peu près 10 ans. Ça va faire 10 ans.
T'as la sensation d'avoir mis 10 ans à comprendre ça, à Non. intégrer ça? Non, je l'ai compris au fur et à mesure. Ouais, je l'ai pas compris immédiatement. Il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour l'intégrer, le digérer. Et surtout aussi digérer les séquelles. Parce que tu vois, même si j'ai encore un équilibre et une souplesse supérieure à la normale de quelqu'un qui n'a pas fait de sport, etc., c'est moins bien que ce que j'avais avant. Et il a fallu admettre que je ne retrouverais pas forcément ce niveau et qu'il fallait que je me contente, entre guillemets, de ce que j'avais encore. Voilà. Et ça a mis T'es du aussi temps. en train de vieillir, ça va avec, quoi. Tu vois, le corps qui petit à petit se détériore et Je suis pas d'accord. s'améliore plus jamais, quoi. Oui, il s'améliore peut-être pas, mais il est endurant d'une certaine façon que t'as pas quand t'es jeune. Ah, ok. Tu vois. Et il y a quelque chose, regarde tous les gens qui font des marathons, etc. C'est pas les jeunes qui gagnent. Sur la longue distance, c'est tous des plus vieux parce qu'ils ont appris à gérer leur souffle, leur capacité, leurs blessures, pas faire trop d'un coup, trop vite, trop fort. Et je pense que je suis plutôt là-dedans, tu vois, finalement. On va dire un peu un vieux diesel qui met du temps à chauffer, mais une fois que c'est lancé, Vra. Tout est dans le vra. Ok. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles t'aurais aimé parler? Peut-être par rapport aux artistes, rappeler que travailler au chapeau ou au rabais, c'est pas une option. C'est pas une option, c'est pas quelque chose qui est souhaitable et je sais qu'on le fait tous, ne serait-ce qu'au début, ne serait-ce que peut-être pour se rendre compte que c'est pas cool, mais que c'est pas quelque chose qui est viable dans une vie artistique. Et rappeler qu'un artiste n'est pas synonyme de gens fauchés. Qu'est-ce qui fait que t'es pas tombé dans le panneau, notamment du rapport un peu pété que pouvait avoir ta mère à l'argent? Le fait de pas vouloir lui ressembler. Ouais. Le fait de prendre le contre-pied. Enfin, tu vois, à un moment, tu réfléchis à ton éducation et soit tu vas dans le même sens, soit tu vas à l'opposé. Mais elle aurait pu te refourguer, comme c'est très souvent le cas, tu vois, toutes ces trouilles, toutes ces... Elle me les a refourguées. Ok. Je pense que j'en ai eu beaucoup, tu vois. Mais justement, tout ça, ça a été coupé, quoi. Ça a été coupé. J'ai pris une formation en ligne à propos de l'argent, que j'ai vraiment bien appréciée. Elle est longue et fastidieuse, mais elle donne quand même des clés. En tout cas, moi, ça m'a bien aidée. Et c'était du coup vraiment l'opportunité de me rendre compte qu'il y avait des choses impalpables. Enfin, cette histoire d'énergie, moi, me parle beaucoup. Je sais que si je suis vraiment dans cette énergie du manque, j'ai pas assez... Enfin, tu vois, sur l'été dernier, par exemple, je disais pas j'ai pas assez d'argent par rapport à mes 10 000 euros. Je disais pas il me manque 49 euros. Je disais j'ai envie de gagner 49 euros. Je travaille beaucoup sur mon champ lexical. Je travaille beaucoup sur ce que je vais attirer finalement. Alors je sais que ça peut paraître un peu perché, qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup pragmatiques, on va dire. Mais moi, c'est quelque chose qui m'aide et qui me permet de me dire les mots ont leur importance. Oui, puis en fait, au-delà de perché, je sais que par exemple Christian parle beaucoup d'énergie que tu fais vibrer, etc. Ce qui est un truc peut-être que certains peuvent percevoir comme perché. Oui. Pour revenir un peu plus terre à terre, pour moi il y a un vrai truc aussi tu programmes aussi ton cerveau de façon très basique en venant dire j'ai envie plutôt que j'ai peur. Oui. C'est hyper simple de transformer cette phrase négative potentiellement en phrase positive, et que le simple fait de le dire et de le répéter, de se mettre justement dans ce champ lexical positif, fait aussi que ton cerveau est lui-même en train de se muscler d'une autre façon, quoi. C'est ça, puis tu vois, il y a des mots, je te disais, compliqué, je l'ai enlevé, cher, je l'ai enlevé, et il y a aussi un mot qui est hyper important que j'ai complètement dégagé, c'est un vrai travail par contre, c'est le mot petit. Je vais faire une petite prestation, je vais demander une petite augmentation, quelque chose de petit. J'ai rien de petit, tu vois. J'ai pas une petite vie. Je fais pas un petit maquillage. Non, je fais du maquillage et c'est tout, quoi. Il y a rien de petit. Et je pense que rien que ça aide beaucoup à ouvrir sur beaucoup plus grand, en fait. Très intéressant. Ouais, t'as quand même fait... Là, les gens le voient pas, mais t'as fait une grimace. Tu pourrais dire, ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que je suis en train de te raconter, tu vas faire quoi? Grave, c'est hyper intéressant, ok. L'un des trucs aussi que font les entrepreneurs,
c'est de se fixer des objectifs. Oui. Est-ce que dans cette logique, tu vois, de te dire, ok, je suis artiste, mais je suis aussi entrepreneur, si j'ai bien compris, Oui. Tu t'es fixé un objectif, par exemple, pour l'année prochaine? Alors, je m'étais fixé un objectif pour cette année. Pour cette année. Donc voilà, je me suis fixé un objectif qui est, on va dire, comme disent les entrepreneurs du web notamment, hors sol. Parce que jusqu'à maintenant, comme tu l'as compris, j'ai jamais dépassé 35 000. Et là, j'ai fixé 118 000 en me disant, let's go, on tente, on verra bien. Mais 118 000, tu t'es donc fixé à peu près, on va dire, 10 000 euros par mois de chiffre. Tout à fait. Mais enfin, en fait, oui et non. C'est 118 000 à l'année. Je vais pas dire je veux 10 000 par mois parce que je suis consciente que parfois, tu peux avoir quelque chose qui arrive d'un coup, je dis n'importe quoi, un énorme contrat à 30 000 balles et du coup, tu sais pas pourquoi il arrive à ce moment-là, etc. Et je voulais pas être dans cette dynamique de si au bout d'un mois, j'ai pas fait 10 000, je suis au 106e dessous parce que mon objectif sera pas atteint. Ok. Voilà. Donc le 118 000, j'en suis loin et en même temps, c'est quelque chose... Je me mets pas la rate au courbouillon pour y aller. Tu vois, je suis pas oh là là, je suis vraiment nulle, je vais pas y arriver, c'est la cata. Je me dis juste, de toute façon, je sais que mon chiffre d'affaires ne va faire qu'augmenter. Et qu'en ayant en tête que j'ai vraiment envie de dépasser certains caps, etc., j'y arriverai. Je sais pas quand, ce sera peut-être pas cette année, mais je ne ferme pas la porte. Mais je sais que j'y arriverai et je sais pas non plus comment. Okay. Je sais pas exactement les rouages qui vont être mis en place. Je sais pas exactement ce qui me permettra de le faire, ni les rencontres que je vais faire. Je suis hyper ouverte, en fait. Ok. Voilà. Alors, tu vois, pour avoir monté, moi, une boîte pendant 15 ans de façon un peu traditionnelle, on va dire, l'un des trucs qu'on faisait, par exemple, en début d'année avec mon associé, c'était qu'on se fixait un objectif de chiffre ou un objectif, je sais pas, d'audience, peu importe. Et en fait, on mettait en face des moyens. Oui. Et tu vois, par exemple, est-ce que toi, tu t'es dit, ok, je vais aller chercher 118 000 euros, mais je vais mettre en face, je sais pas, un investissement dans de la pub sur Internet, enfin, peu importe. Oui. Non, pas encore. En fait, je pense que je suis encore là-dessus au début de quelque chose qui se met en place. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai déjà fait le pari, je dirais pas risqué. En fait, je raconte tout ça dans une newsletter payante mensuelle. Les gens sont abonnés à l'année. Et tous les mois, je raconte combien j'ai gagné, combien je dépense, combien j'ai investi. Parce que tous les mois, je vais investir sur quelque chose. Et je leur fais aussi le schéma de j'en suis combien par rapport à cet objectif de 118 000, combien de pourcents j'ai déjà fait, etc. Ah, donc tu t'es mis au tableau Excel ? Non. Ah bon ? Non, je suis encore... Tu continues avec ton cahier ? Non, maintenant j'ai Freebie. Je ne sais pas si tu connais... Oui, c'est un logiciel de compta, c'est ça ? Voilà. Okay. Et ça m'aide beaucoup parce que je vois exactement à combien j'en suis et combien j'ai en attente de règlement, si mes clients sont en retard, etc. C'est, on va dire, mon bras droit. Enfin, c'est mon vide-cerveau. C'est un super conseil. Oui. Commencez par bien vous équiper en termes de matériel et de logiciel, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, là-dessus, j'ai vraiment péché par défaut. Je ne savais pas faire et personne ne m'avait aiguillé là-dessus, tu vois. Donc voilà. Mais bref, toujours est-il que je raconte tout ça tous les mois et que ça m'aide à justement aller un petit peu plus loin. Enfin, tu vas continuer de me projeter tout en n'ayant pas honte de là où j'en suis. Tu vois, en disant, peut-être que j'atteindrai pas ces 118 000 cette année et c'est pas grave. Et en fait, je suis très reconnaissante de là où j'en suis maintenant. Par contre, il y a des choses que je commence à mettre en place maintenant. Il y a des choses que je souhaite arrêter, des clients pour lesquels je n'ai plus envie de travailler. Et tout ce tri-là prend un peu de temps à faire. Donc, je sais que vitesse ne rime pas avec précipitation. Je vais prendre le temps de vraiment faire tout ce tri et de savoir exactement le prochain missile vers quoi il va être tiré, tu vois. Mais de pas faire feu d'artifice dans tous les sens, comme j'ai pu faire avant en étant youhou, tout feu, tout flamme. Là, j'ai besoin de plus cibler et peut-être après, justement, de pouvoir faire comme tu faisais avec tes associés, vraiment savoir exactement quoi et avoir une frappe chirurgicale, quoi. Et ça te plombe pas de t'être fixé un objectif tellement inatteignable que tu sais pertinemment, là tu vois on est au milieu d'année, tu te dis ok je vais pas réussir à l'atteindre ou en tout cas ça va être difficile à atteindre, ça te plombe pas? Pas du tout. Ok, moi ça me flinguait si j'avais un objectif. Non mais il y a une année où je me suis fixé un objectif beaucoup trop élevé et en fait j'étais mais j'arriverai jamais à atteindre mon objectif. En fait je me dis qu'il y a aussi ce côté de
tu prends un objectif qui est haut, donc tu fais des choses qui te rapprochent de l'objectif peut-être beaucoup plus facilement que si mon objectif, tu vois, était à 60 000. Bon, je serais beaucoup plus tranquille, en fait. Tu vois, je me dirais, j'en suis pas loin, ça va être plus facile. T'as fait combien de sous l'année d'avant? L'année d'avant, là, il y a quand même le Covid. Enfin, Oui, tu vois, je suis quand même dans une dynamique, ça reprend. Ouais. Mais c'est pas encore... J'étais à 28 l'an dernier. Mais en fait, tu vois, de passer de 28 à 60, c'était déjà dingue. Bien sûr. Mais oui et non, parce que avant Covid, j'étais vraiment sur le 35 en me rabaissant tout le temps. Tu vois, en essayant pas plus. Et là, comme j'ai déjà augmenté mes prix fortement, j'ai dépassé... plein de caps, enfin tu vois, maintenant je fais des devis à 4 chiffres tout de suite, enfin quand j'ai des prestats, c'est j'ai plus envie de me faire chier, j'ai mis en place un prix minimum que je n'avais pas avant, donc je me cassais la tête à aller sur des prestats pour gagner à peine 100 balles, enfin tu vois, maintenant je suis plus du tout là-dedans, donc je sais que ce sera plus simple à atteindre, et en même temps je suis tout à fait consciente que c'est encore une reprise, mine de rien, qu'il n'y a pas encore toutes les prestats comme on voudrait, que les gens sont encore un peu réticents, que ça peut s'annuler. Enfin, tu vois, il y a encore ça. Donc, je sais aussi qu'il faut du temps. Il faut du temps et je le conçois. Je ne fais que du maquillage à l'eau. Tu vois, ça part à l'eau. Les gens repartent pas avec quelque chose de tangible chez eux qu'ils peuvent regarder, etc. Donc, il faut aussi qu'il y ait une éducation de ma clientèle pour pouvoir avancer encore. Et tout ça, c'est un potentiel énorme. Donc, je suis assez tranquillisée et je m'en fiche de ne pas atteindre l'objectif. Je sais que tout ce que je fais, de toute façon, est dans la bonne direction. Merci Frédéric. Avec plaisir, Fabrice. Je mettrai tous les liens pour que les gens puissent aller te suivre. Notamment, c'est sur Insta, c'est ça Oui, sur Insta et sur mon site internet. Ouais, je mettrai tout ça. On n'en a pas parlé, mais tu as un podcast aussi où tu racontes un petit peu... Exact. Ta vie d'artiste entrepreneur. Oui. À plus. À plus.